gens, ici Swap. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Donc ça va surtout être réparti sur le mois de janvier et décembre parce que j'ai pas fait de haul depuis un petit moment, donc là on va avoir pas mal de petites choses à voir. Petite parenthèse avant le début de cette vidéo, si vous avez fait une demande de swap ou que vous voulez faire un swap avec moi, restez jusqu'à la fin car j'en parlerai à ce moment là. On commence avec les shoujo car comme vous savez je suis une dévoreuse de shoujo, donc j'en ai acheté quelques-uns. Là on va être surtout sur des suites et fins de séries, donc je suis assez contente en même temps parce que je finis enfin des séries et en même temps bah voilà c'est triste, c'est la fin. On commence avec le tome 16 de Wolf Girl and Black Prince qui du coup est le dernier tome de la série. Ça me fait bizarre, ça me fait tout drôle hein, parce que Wolf Girl and Black Prince du coup c'est une série que je suivais depuis quoi 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et voilà, bah ça finit. Et quelle fin franchement. C'est une des rares fins que j'ai vraiment apprécié dans un shoujo. On est donc sur l'histoire de Sata et Erika qui finissent leurs années lycée pour partir chacun de leur côté à l'université. Donc voilà, hein, toujours avec la relation un peu je t'aime moi non plus, mais vraiment qui est vraiment avancé maintenant. La relation a vraiment été développée et c'est ça que j'aime beaucoup dans Wolf Girl and Black Prince. Et on a le droit à une petite ellipse à la fin du manga qui pour moi referme vraiment, qui finit l'histoire, qui la complète bien. Alors on n'a pas le droit, oui voilà, ils se marient et ont beaucoup d'enfants. On a quelque chose dans le genre qui pour moi, qui selon moi est un peu mieux fait en fait si vous voulez. Je trouve que c'est une très bonne fin pour The Wolf Girl and Black Prince et je serais ravie de lire la nouvelle œuvre de Ayuko Hata qui est Bye Bye Liberty je crois, qui sort, je sais plus si c'est sorti ce mois-ci ou ça sort le mois prochain. En tout cas j'ai hâte de le lire parce que ça a l'air pas trop mal non plus, donc voilà. Le tome 9 de Please Love Me, donc qui est un josei, j'ai dit plusieurs fois que c'était un shoujo avant mais c'est un josei, donc on est toujours sur l'histoire de Michiko. Et c'est l'avant-dernier tome, donc pareil, je sais que le tome 10 est sorti, j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Please Love Me, je pense que c'est un des josei que j'ai le plus apprécié de lire. Les thématiques sont super bien développées. On a des personnages qui sont très bien écrits. Notamment le personnage de Michiko, hein, l'héroïne, qui est franchement, qui pour moi est pas pour une fois une adolescente tout simplement qui fait que chialer et se dire oh mon dieu mais que je dois choisir entre lui ou lui, et voilà. Là on est vraiment sur une femme de 30 ans qui a vraiment jamais connu l'amour et qui se pose plein de problématiques par rapport à ça. On a aussi des problématiques d'adultes quoi, l'argent, le travail, tout ça. C'est hyper agréable à lire et je suis presque dégoûtée que ce soit l'avant-dernier tome, même si je pense que là on arrive vraiment à l'épuisement de l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment c'est un josei avec des codes de shoujo, donc forcément au bout d'un moment elle va sûrement se mettre en couple et voilà, et ça va venir comme ça. Mais je sais pas à quoi je dois m'attendre dans le tome 10, vu que le tome 9 était déjà très bien développé là-dessus, sur donc sa relation avec son chef. Hein. J'ai vraiment hâte de lire le dernier et en même temps ça me fait un petit pincement au cœur, mais voilà, Please Love Me, si vous n'avez pas encore tenté l'aventure, franchement faites-le parce que c'est un super manga qui relève de plein de choses et ça m'a fait super du bien de lire. On revient sur du shoujo un peu plus classique avec Black Prince and White Prince, donc le tome 4 et 5. Donc voilà, là on est vraiment sur ce que je vous disais avant, sur le cliché de l'héroïne un peu qui est amoureux d'un super beau mec qui est le prince du lycée et qui forcément finit par tomber amoureuse du bad boy, hein. Voilà, je vous spoil rien parce que c'est vraiment le principe du tome 1 en fait, et puis enfin je veux dire c'est juste évident sur les couvertures. Donc voilà, on est sur un développement de relation avec le prince noir, hein, avec toujours le prince blanc qui essaye un peu de foutre la merde entre les deux. Mais bon voilà, franchement c'est un shoujo ultra classique. Les personnages sont pas aussi bien développés que dans d'autres bouquins. Je veux dire voilà, on a le prince noir qui est un peu enfermé, ultra froid et tout. On a le prince blanc qui est toujours joyeux, toujours souriant, toujours beau et qui a au final une personnalité un peu dérangée et un peu sadique. Et entre ça on a la fille qui est You et qui sait pas trop quoi faire parce que d'un côté elle a toujours été amoureuse du prince blanc
Et puis voilà, maintenant qu'elle a eu l'occasion de sortir avec lui, elle sait pas trop quoi faire parce qu'il y a le prince noir qui lui court un peu après aussi. Enfin voilà, pour moi c'est un shoujo classique. Alors là vous avez l'impression que je le dénigre un peu, mais pas du tout en fait. Moi ça me fait... Bah, c'est le genre de lecture simple en fait, où tu te prends pas la tête et qui se retrouve super agréable à lire, et t'as quand même envie de savoir la suite, et t'as quand même envie de continuer à lire malgré que ce soit une histoire vue et revue. Et j'adore le personnage du prince noir personnellement. J'aime beaucoup aussi le prince blanc parce que je m'attendais pas trop à son côté un peu sadique qu'on découvre un peu plus tôt, il me semble, dans le manga, dans le tome 3, hein, que je dise pas de bêtises. C'est une lecture où on se prend pas la tête et qui est franchement ultra bon enfant, j'ai envie de dire. On finit avec un petit coup de cœur personnel de Your Name tome 1 aux éditions Pika. Donc pourquoi j'ai acheté le tome 1? Parce que j'étais totalement fan du film Your Name, j'en ai pas trop parlé sur ma chaîne, mais ça a été un coup de cœur vraiment très très fort pour moi. J'ai adoré ce film, je suis ressortie de la salle en pleurant, alors que pourtant j'allais le voir en disant ah ouais en fait ouais, c'est pas top et tout, l'histoire me paraissait carrément bateau. Et du coup bah voilà, je suis ressortie en larmes. J'ai eu le DVD pour Noël, donc j'étais super contente. Et du coup je me suis dit que c'était pas possible de passer à côté d'une sortie papier, même si c'est la même histoire, hein, c'est tout à fait la même chose. Mais voilà, j'avais envie de la voir autant en version papier qu'en version animée, donc ça me fait plaisir. En plus les dessins sont vraiment sympas, c'est quand même assez proche de l'original. Voilà, hein, donc les pages de début de chapitre comme ça, on reconnaît bien les personnages principaux, donc voilà, franchement il me fallait Your Name autant en papier qu'en animé. Si vous n'avez pas vu ou lu Your Name, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est vraiment un film d'animation qui m'a personnellement qui m'a touchée, qui m'a fait pleurer, hein, d'ailleurs beaucoup. Mais je veux dire, on peut pas comprendre tant qu'on l'a pas vu, mais c'est vraiment quelque chose de génial. C'est un de mes films d'animation préférés. Je le mets sur à peu près à la même échelle que A Silent Voice qui est sorti l'année dernière aussi, qui était très très bien, dont on m'avait beaucoup parlé et où pareil j'ai été complètement pris dans le délire du film, et voilà, c'est très très émouvant comme film. Mais si vous n'avez pas vu ou lu Your Name, foncez le voir parce que c'est un chef-d'œuvre et c'est juste génial. On continue avec les seinen avec une petite découverte de chez Doki Doki. Donc il s'agit des 7 princes et du labyrinthe millénaire de Haruno Hattori et Yu Aikawa. Alors c'était un petit seinen que je voulais découvrir comme ça. J'avais juste pris le tome 1 à sa sortie et au final j'ai acheté les 4 tomes pareil le jour de leur sortie, Day One, hein, comme on dit. Et en fait c'est une histoire assez sympa. Alors je sais pas si je peux dire original, perso moi j'avais jamais vu ça, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Donc en fait le principe c'est que ce sont donc 7, alors ce sont pas des princes, hein, ça c'est le titre qu'ils obtiennent plus ou moins à la fin. L'histoire c'est celle de Yuan, donc ce petit garçon là, qui un jour se réveille tout simplement au fond d'un donjon en fait, et se retrouve avec 6 autres personnes, et en fait ils se rendent compte que c'est la procédure tout simplement pour élire le nouvel empereur. Voilà, donc élire c'est un bien grand mot évidemment. Donc c'est une tradition, à chaque fois que l'empereur est sur le point de décéder ou d'être destitué, il y a 7 personnes qui sont choisies, qui sont enfermées dans un endroit et elles doivent se mettre d'accord sur le prochain empereur. Sauf que le truc c'est que Yuan, lui c'est un petit palefrenier quoi, en gros c'est personne d'exceptionnel, et il se retrouve avec un membre de la garde royale, un détective reconnu, une star de la chanson ultra reconnue, le chef de la rébellion actuelle qui est pour l'abolissement de l'Empire évidemment, un gars très très riche, un érudit, et le roi et le chef de la bande de voleurs la plus grande du pays quoi, et c'est d'ailleurs mon personnage préféré. Et donc ce mec, il comprend, enfin Yuan ne comprend pas pourquoi il est là. Et en fait du coup va y avoir tout un truc, en fait ils ont été enfermés dans un château qui est sur le point d'être complètement submergé en fait. Et donc il va y avoir un espèce de course contre la montre pour sortir du donjon, découvrir le secret de ce château. Et aussi évidemment choisir le nouvel empereur. Donc il y a vraiment des enjeux politiques ultra importants qui sont exposés de manière
totalement différente du point de vue des personnages, parce qu'on a le point de vue du chef de la rébellion, on a le point de vue d'un mec de la garde royale qui lui du coup fait partie intégrante de l'Empire, on a le point de vue d'un riche aussi, d'un mec qui est riche, voilà, qui a de l'argent et qui fait pareil, qui est un peu intégré dans cet empire là, de Yuan, donc qui lui a complètement grandi en tant que paysan quoi, donc il sait pas, voilà. Donc on a plein de points de vue différents qui sont ultra intéressants à suivre. Le point de vue de Titas aussi, justement, le roi des voleurs qui est ultra cool, qui lui a une vision des choses ultra intéressante, parce que lui il a vécu vraiment dans la misère toute sa vie et il veut devenir empereur parce que il a vu plein d'enfants mourir devant ses yeux, ce genre de choses, et c'est ultra intéressant de voir à quel point les personnages se battent pour leur opinion. Chose un peu dommage, y a 2 ou 3 plot twists que tu vois venir à 10 000 km, notamment par rapport à un personnage dans le tome 1, je veux dire, y a un espèce de truc d'identité, et tu le vois venir, mais à 10 000 le plot twist, donc voilà. Mais franchement, c'est un seinen qui se laisse lire, en plus c'est très très court, c'est vraiment 4 tomes quoi, donc c'est pas long. Et c'est vraiment très sympa, la fin est assez satisfaisante pour moi dans l'ensemble, hein. Voilà, j'ai pas eu de gros problèmes en me disant ah ouais, c'est ça, bon voilà. Non franchement c'est un truc qui a un début, une fin et plein d'intrigues au milieu, et je veux dire tu en ressors pas avec d'autres questions, tu en ressors vraiment satisfait, t'as pas l'impression qu'on t'a volé ou quoi que ce soit, donc franchement c'est un seinen qui est vraiment très très sympa. Voilà, moi je le pensais pas, hein. Enfin je veux dire je pensais pas que ce serait aussi, voilà, je pensais que je lirais juste un petit truc classique. Non en fait c'est vraiment cool, il y a vraiment des idées recherchées, les personnages sont vraiment bien, surtout encore une fois le personnage de Titas que je trouve extrêmement cool. Il y a le personnage du chanteur aussi, j'ai plus du tout son nom et il est pas sur les couvertures mais je peux essayer de vous le montrer. Donc c'est lui là, le personnage en bleu-vert là, voilà. Donc qui est un personnage extrêmement intéressant aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais donc voilà, franchement si vous cherchez un petit seinen sympa à lire, lisez les 7 princes et le labyrinthe millénaire parce que c'est super cool. Catégorie seinen toujours, oui, parce que je considère toujours que Black Butler est un seinen, mais bon voilà, hein, on va pas épiloguer là-dessus. Donc le tome 24 de Black Butler, on est toujours sur l'arc de l'étoile bleue. Là un tome qui est un peu plus effectivement, enfin pas centré sur le personnage de Violette, mais on a un peu plus d'informations par rapport à son rôle dans cette entreprise qu'est l'étoile bleue. J'ai eu un coup de gueule sur ce tome, hein, j'en avais parlé à la Japan Touch. J'ai eu un coup de gueule parce que pour moi dans ce tome, Black Butler part vraiment en couille. Je le dis comme ça parce que c'est vraiment le cas. Pour moi il y a un problème avec ce tome. C'est-à-dire que on a l'intrigue certes qui continue avec tout ce que j'adore dans Black Butler, c'est-à-dire les choses qui sont vraiment arrivées dans la vraie vie, c'est-à-dire que là on a la découverte des groupes sanguins, ce que je trouve vraiment intéressant dans Black Butler parce que pour l'époque, les groupes sanguins, voilà, on se doutait pas qu'il y ait des groupes sanguins. Et ça je trouve ça vraiment très intéressant. Mais malheureusement on a un truc à côté qui vient tout gâcher. Alors vous imaginez l'univers de Black Butler et vous le mixez avec Utano Prince-sama, dont une image va apparaître par ici, et vous obtenez le tome 24 de Black Butler. Voilà, donc comprenez pourquoi j'ai eu un problème avec ce tome, c'est-à-dire que pour moi ça n'avait rien à foutre là. C'est totalement hors de propos. Enfin voilà, déjà j'avais eu le même problème quand on avait eu ça dans le tome 23, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Mais là on en rajoute une couche dans le tome 24 et franchement c'était complètement hors de propos. Après voilà, moi j'ai un truc, c'est que je lis les scans. Donc en fait ce tome 24 c'est vraiment, pour moi c'est une espèce d'ovni, un espèce d'hors sujet, parce que dans le tome 25 qui va arriver et dans le tome 26 il y a tellement, mais tellement de choses géniales que ce n'est pas possible pour moi d'arrêter Black Butler. Je veux dire, quand j'ai vu tout ce qui arrivait après, voilà, j'ai juste eu un problème avec ce tome effectivement parce que il y a Utano Prince-sama qui s'invite dans Black Butler, ça m'a un peu fait mal. L'intrigue continue en arrière-plan, hein, voilà, donc comme je vous disais avec la découverte des groupes sanguins, tout ça. Et voilà, donc déception sur ce tome là, mais la suite est tellement prometteuse que je ne peux que continuer Black Butler. Et je ne peux que vous conseiller de commencer Black Butler si vous ne l'avez pas commencé. On
va maintenant parler shonen avec la série Hime que j'ai continué du coup. Alors j'ai pas fini de les lire, il me semble que je suis rendue à la lecture du tome 3. Mais franchement c'est une série hyper prometteuse je trouve, les dessins sont toujours aussi beaux et l'histoire commence vraiment à prendre des tournants intéressants. On en apprend un peu plus sur le passé de Hime, donc de Imhotep. Et on comprend pourquoi les dieux l'avaient puni, pourquoi les prêtres égyptiens le haïssent et pourquoi il avait été enfermé tout simplement. Et maintenant on comprend aussi sa motivation à détruire les Magai quoi. Et c'est vraiment super cool. On a ici donc dans le tome 2 vraiment toute une partie flashback sur quand on était encore à l'Égypte ancienne et ce pourquoi les Magai ont été créés et pourquoi Hime est tellement déterminé à les détruire. Et dans le tome 3 on a un peu plus d'informations donc sur ce personnage là, donc je vais pas vous dire grand chose parce que ce serait un peu vous spoiler. Mais en tout cas franchement c'est une série qui est ultra prometteuse. Je vous avoue que le décalage est très marrant entre quand on passe en flashback Égypte et qu'on revient à la vie normale avec la petite maison et l'héroïne et Hime. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à retenir le nom de l'héroïne parce que je suis totalement fan de Hime en fait et la nana elle me passe complètement à côté. Mais en tout cas c'est super cool. On voit Hime du coup qui l'aide à détruire des Magai qui sont en fait un peu dans le quotidien de tout le monde. Et en fait c'est rigolo parce que les Magai c'est un peu la personnification de tes problèmes. Par exemple dans le tome 1 l'héroïne elle arrivait pas à parler, elle arrivait pas à s'exprimer et donc son Magai c'était un peu l'expression de sa solitude et de sa distance avec les autres et c'est super cool. Alors c'est con à dire hein, mais ça m'a fait penser à Miraculous Ladybug en fait. T'as l'impression que en fait les Magai ils se servent de ta rage et de ta haine pour prendre possession de toi et du coup t'as des problèmes après. Voilà c'est un peu ça, c'est un peu comme des fantômes qui te hantent et voilà. Donc Hime c'est très sympa pour le moment. Alors je vous dis j'ai pas fini la lecture encore du tome 4 et 5. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très prometteur. En plus voilà Kyun personnellement ils m'ont jamais déçu dans tout ce qui est de leur licence. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa et je vous conseille grandement de le lire. On continue sur les shonen avec une autre grosse licence que vous savez j'adore, les One Piece. Voilà donc les One Piece dont j'ai eu 2 à Noël par ma belle-sœur et le reste que j'ai acheté tout simplement. Donc on est toujours sur l'arc Tot Island avec la rêverie un petit peu en arrière-plan. Mais donc on est sur l'arc Tot Island avec ou Whole Cake Island comme les gens aiment bien l'appeler aussi. Avec le sauvetage de Sanji qui est juste le truc central de l'arc. Personnellement j'adore cet arc, je vois que beaucoup de gens le trouvent assez long, assez lent et sans intérêt et que depuis, alors si vous voulez dans les scans il y a un combat qui dure depuis maintenant un petit bout de temps et tout le monde dit ouais ce combat est en train de refaire vivre l'arc parce qu'avant c'était de la merde. Alors moi je suis pas du tout d'accord parce que dans cet arc de One Piece que je trouve ultra intéressant on apprend quand même beaucoup de choses. On apprend sur les origines de Sanji, on apprend sur Big Mom qui est quand même un empereur donc voilà, on en apprend sur les poneglyphes, on apprend des choses sur la rêverie aussi évidemment. On apprend énormément de choses et il y a énormément de nouveaux personnages à découvrir. Je pense notamment à tous les fils et filles de Big Mom qui sont moi je trouve que ces personnages sont juste géniaux, ils ont chacun leur personnalité, elle a quand même je crois qu'il y a une centaine d'enfants Big Mom, un truc du genre, et ils ont tous une personnalité ultra définie, ils ont tous un style, des pouvoirs ultra cool, et je trouve ça dur et dommage que cet arc soit réduit à ça quoi, au combat Luffy versus le demi-boss d'arc, et je trouve ça très triste. Mais en tout cas cet arc est ultra intéressant et je voulais aussi vous montrer 2 secondes parce que ça c'est un peu la particularité des tomes de One Piece en ce moment. Les 2 tomes collector que j'ai pu avoir, j'ai pas pu avoir le collector du tome 83 malheureusement, il a été pris d'assaut mais un truc de fou. Et en plus de ça, maintenant il est vendu à 40 balles sur Amazon ou sur eBay, les gens sont devenus complètement tarés. Enfin bref, donc du coup moi j'ai pu me procurer le tome 84 et 85 donc en édition limitée.
Voilà, donc tout simplement il brille et il y a Luffy dessus. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage parce que le tome 83 il y avait vraiment tout l'équipage dans une tenue, je crois que c'était les tenues de One Piece Z à la fin du film. Donc voilà, moi ça me... Enfin voilà, j'avais trop envie de la voir mais bon tant pis, c'est pas grave. C'est assez sympa. Il me semble que le tome 86 aura aussi le droit à une couverture collector, mais on n'a pas encore le visuel malheureusement. J'espère que ce sera pas encore que Luffy parce que bon voilà. C'est un peu chiant à force d'avoir que Luffy, hein. Non pas que je l'aime pas, mais bon, c'est plus intéressant d'avoir d'autres personnages. J'espère bientôt avoir la sortie du tome 86, que je possède déjà en japonais, rappelons-nous, je crois que je l'avais acheté au mois de novembre ou décembre en japonais. On finit ce book haul avec du Tokyo Ghoul, oui, Mass Tokyo Ghoul. Alors pour la petite anecdote, en fait, Tokyo Ghoul, j'avais le tome 1, 2, 8, 14 et mon petit frère en fait a voulu m'offrir ce qui comble à Noël quoi, donc il m'a offert le 4, 5, 6 et 7 parce qu'il n'arrivait pas à trouver le 3, donc le 3 je l'ai trouvé en occasion tout simplement, donc voilà. Je comprends toujours pas, j'ai du mal, hein. Plus je lis Tokyo Ghoul, plus je me pose la question comment Tokyo Ghoul peut être classé en shonen, même si on a vraiment le personnage avec sa quête initiatique qui va d'un point A à un point B, qui devient de plus en plus fort et tout ça. Il y a quand même des thématiques très très adultes dans Tokyo Ghoul, il y a quand même beaucoup de sang aussi, enfin je veux dire voilà. On a quand même des réflexions qui sont pour moi beaucoup plus poussé que dans un shonen tout simplement, et donc je comprends pas sa classification. Plus je les relis, plus je me dis ça. En tout cas Tokyo Ghoul c'est une série qui tue et ça m'a fait super plaisir de les relire en manga parce que moi j'avais vu que l'animé et je sais que l'animé a une énorme différence vraiment à partir de la saison 2 par rapport au scénario du manga. Après je ne comprends toujours pas la haine qu'il y a eu au niveau de la saison 2, hein, mais bon voilà, ça c'est mon avis personnel. Également ma maman à Noël elle m'avait offert le tome 6 de Tokyo Ghoul et c'est vraiment là où j'ai un gros problème de classification. On est quand même sur à peu près les mêmes problématiques que le 1, hein, c'est-à-dire la tolérance, le bien et le mal. Est-ce que on doit exterminer les ghouls alors qu'elles font juste que survivre et elles n'ont pas choisi d'être comme ça, comme si. Là on se rappelle dans la vision du CCG, donc on est dans la vision des méchants, enfin des gens qui sont présentés comme les méchants dans Tokyo Ghoul, et donc maintenant on passe de l'autre côté de la barrière dans Tokyo Ghoul et du coup les ghouls deviennent les méchants en fait, donc c'est un peu particulier et je trouve que là c'est pareil, on a des enjeux qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus durs déjà à comprendre, plus durs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont plus brutals, plus froids, plus voilà. On a quand même une psychologie du personnage principal qui est Aiz, qui est quand même extrêmement complexe, et je trouve ça bizarre que ce soit pas classé dans les seinen. Alors après voilà, encore une fois c'est toujours parcours initiatique, personnage qui va d'un point A à un point B, il y a des amis qui l'aident, tout ça. Mais je trouve quand même que Tokyo Ghoul mériterait d'être classifié dans le seinen. Mais bon, voilà. Ce haul est maintenant terminé, mais la vidéo n'est pas finie. Je vous parlais tout à l'heure de swap, et du coup je voudrais faire un point avec vous là-dessus. En ce qui concerne les swaps en cours, actuellement j'en ai deux. Donc j'en ai un qui devrait arriver mi-mars, qui est fait avec Amy Mimi, et j'en ai un autre qui devrait arriver début avril, mi-avril, qui est faite avec la chaîne Lunation, donc qui est une amie à moi qui habite à Londres actuellement. Toutes les personnes m'ayant fait une demande de swap s'affichent ici. Il y a certaines personnes que je n'ai pas réussi à contacter, c'est-à-dire qui m'avaient demandé à faire des swaps, j'ai essayé de les contacter, je n'ai eu aucune réponse. Donc si vous voulez vraiment faire un swap avec moi, essayez plutôt par Facebook ou par commentaire sous les vidéos, c'est de loin le plus facile. Toutes les personnes qui sont en attente, vous êtes dans l'ordre dans lequel vous m'avez demandé de faire un swap. Du coup, dès qu'un swap est fini, je contacte la première personne de la ligne, et si celle-ci me dit qu'elle n'est plus disponible ou qu'elle ne me répond pas, je la replace tout de suite en dessous. Je peux pas dire à une personne qui attendait depuis longtemps bah oui mais la personne d'avant elle a dit qu'elle pouvait pas mais maintenant elle peut. Je comprends que chacun ait ses occupations et ses problèmes et tout ça, mais c'est une question de logique. Je veux dire... vous m'avez dit que vous pouviez à un moment, si maintenant vous ne pouvez plus, je comprends tout à fait, mais du coup il faut laisser sa chance aux autres. En tous les cas, la liste d'attente au swap est toujours là, vous pouvez toujours me faire des demandes. Sachez que je prends chaque demande en compte et que vous êtes ajouté automatiquement à la liste. Après, je ne peux pas vous donner de date par rapport à quand est-ce que je pourrais ou pas répondre à votre demande.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer à suivre ce que je fais. Et moi en tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis salut les gens!